Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de la fertilisation, donc de comment nourrir nos plantes pour, pour qu'elles poussent bien, et ceci sans utiliser, donc on va parler des alternatives aux engrais chimiques. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les différentes possibilités de fertilisation. Donc déjà la fertilisation organique, donc le fumier de ruminants ou les fientes de poulet, qui sera du coup la manière de fertilisation de prédilection qu'on va utiliser dans l'agroécologie puisqu'on veut se passer des engrais synthétiques. On va quand même aborder les engrais synthétiques aujourd'hui qui sont donc des fertilisants minéraux. On parlera également de l'urine humaine qui est une alternative comme fertilisant minéral et nous parlerons de la fertilisation par les plantes, donc c'est ce qu'on appelle des engrais verts. Donc pour commencer, avant de parler de la fertilisation, un petit rappel sur le rapport CN qu'on a vu l'année passée, car ce sera primordial aujourd'hui. Donc le rapport CN, c'est la concentration de carbone divisée par la concentration d'azote, et c'est une mesure qu'on va utiliser pour caractériser un sol. C'est une mesure même très importante pour caractériser la fertilité d'un sol, mais on peut également utiliser cette mesure pour caractériser n'importe quel matériau organique, donc n'importe quel fertilisant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le rapport CN? Petit rappel, si on a un haut rapport CN, ça veut dire qu'on aura beaucoup de carbone et peu d'azote. Et donc ça, c'est quand on a un rapport CN en dessus de 20. Et ça va impliquer qu'on risque d'avoir une fin d'azote. Donc ça veut dire que s'il y a trop de carbone et peu d'azote, tout l'azote qui va arriver dans le sol va être pris par les micro-organismes du sol et consommés par les micro-organismes du sol et donc ne seront pas disponibles pour la plante. Donc ça va être ce qu'on appelle une fin d'azote. Particulièrement si on ajoute un amendement avec un rapport CN trop haut, par exemple de la paille sèche, ça va apporter beaucoup de carbone et peu d'azote. Donc tout l'azote qui se retrouve, qu'on a dans la solution du sol, va être utilisé pour décomposer ce carbone et donc il n'y aura plus d'azote pour la plante. Maintenant, si on a un rapport CN bas, c'est-à-dire un rapport CN en dessus de 15, là on aura beaucoup d'azote et peu de carbone. Et donc là, on aura l'effet inverse qu'on a évoqué la semaine passée, c'est-à-dire un priming effect. C'est-à-dire que l'azote qu'on apporte en grande quantité va soutenir la croissance des organismes du sol qui décomposent la matière organique. Et donc, ça va accélérer la minéralisation. Donc, on va perdre notre matière organique et on va perdre la fertilité. C'est pour ça qu'on dit qu'un bon rapport CN, c'est entre 15 et 20. Donc, si c'est dans le sol, ça va être un bon équilibre. On aura un besoin en azote couvert pour permettre la bonne décomposition de la matière carbonée sans être trop fort, donc sans qu'il y ait une minéralisation accélérée. Donc c'est pareil quand on fait un amendement, il faut idéalement avoir un amendement en 15 et 20 si notre but c'est autant de fertiliser la plante que de maintenir la fertilité du sol. Donc tout d'abord, on va parler du fumier de ruminants, donc les fumiers des bœufs, fumier des moutons et les fumiers des chèvres. C'est un excellent engrais qui contient tous les nutriments dont la plante a besoin et de manière très équilibrée. Ça contient évidemment beaucoup de matière organique, donc c'est important, c'est un apport qui permet autant de faire croître la plante que de maintenir la fertilité du sol. Maintenant, pour avoir un fumier de qualité, il faut prendre quelques mesures dans sa production et sa conservation. D'abord, il faut stocker le fumier à l'abri de la pluie, sinon vous aurez un fort lessivage de vos nutriments dans le fumier même. C'est également important de limiter les contacts du fumier avec l'air, par exemple en le recouvrant avec une bâche, et ceci pour éviter les pertes d'azote dans l'atmosphère par volatilisation, un phénomène qu'on a également vu la semaine passée. Ensuite, si vous voulez avoir du bon fumier, il faut que vos animaux soient bien nourris, donc il faut du fourrage de qualité, du fourrage bien équilibré, mais surtout, il faut que vous puissiez ramasser ce fumier, et donc il vous faut un système d'élevage adapté où vous pouvez facilement ramasser le fumier. Si vous avez des animaux qui pâturent sur des surfaces énormes, ça va être impossible. Si vous avez vos animaux dans un enclos, que vous les faites sortir évidemment, mais de temps à autre vous les mettez dans l'enclos, tout ce qu'ils excrètent dans l'enclos, vous pourrez facilement le ramasser et le conserver comme fumier.
Et ensuite, quand vous appliquez le fumier, il faut essayer de directement l'incorporer dans le sol. À nouveau, pour éviter des contacts avec l'air qui causeront une forte minéralisation du carbone et donc une perte de carbone, ainsi qu'une volatilisation de l'azote et donc une perte d'azote. Le rapport CN du fumier donc varie selon le type de fumier, évidemment. Un fumier frais qui contient de la paille aura un rapport CN de 30. Donc ça veut dire que là, vous aurez beaucoup de carbone, vous allez créer une petite fin d'azote. Un fumier frais qui contient peu de paille sera idéal pour la fertilisation de la plante. Avec un rapport CN de 20, vous n'aurez pas de fin d'azote, ni un priming effect. Vous allez bien pouvoir nourrir vos plantes et garder votre fertilité du sol. Avec un fumier que vous allez laisser décomposer 2-3 mois, vous aurez un rapport CN de 10. Et donc là, vous allez créer un certain priming effect et donc causer une perte de matière organique. Mais bien sûr, il faut savoir que vous allez aussi apporter de la matière organique. Donc vous n'allez pas, au niveau du bilan global, vous n'allez pas perdre de la matière organique dans votre sol. Mais vous allez moins en apporter qu'avec un rapport CN plus élevé. Ensuite, nous avons la fiente de poulet, qui est très similaire, mais qui contient une grande quantité de cations basiques, donc le potassium, le calcium et le magnésium. Donc, moins équilibré que le fumier, puisque vous avez énormément de ces cations, et donc proportionnellement moins d'azote et moins de phosphore. Par contre, ça a un effet positif, c'est que ces cations basiques vont vous aider à réduire l'acidité du sol. Donc, la fiente de poulet est un excellent moyen de contrôler votre acidité. En général, la fiente de poulet se décompose beaucoup plus rapidement, à une concentration plus forte de nutriments. Donc, il faut l'utiliser de manière différente que le fumier. Il faut plus l'utiliser de manière précise. Si vous avez besoin de nutriments pour une plante, vous allez pouvoir l'appliquer directement. Alors que le fumier, il faut prévoir un temps de décomposition. Donc, il faut l'appliquer plus en avance. Pour avoir votre fiente de poulet de qualité, c'est les mêmes recommandations que pour le fumier. La fiente de poulet aura plus un rapport CN entre 10 et 15. Donc là, à nouveau, c'est plus proche d'un engrais vraiment que vous allez utiliser de façon ciblée sur la plante. Genre, quand le maïs arrive à l'épuisement, se met à faire les grains. Si vous l'apportez à ce moment, ça va booster sa croissance et la formation des grains. Donc, vous pouvez plus l'utiliser de cette manière, mais par contre, vous allez moins apporter à la fertilité du sol, puisque vous allez causer une décomposition. Un autre moyen de fabriquer un fertilisant organique, c'est de faire du compost. Donc là, c'est l'idée de décomposer des matières végétales pour en faire un engrais. Donc là, vous avez un exemple de compostage. C'est important d'être à l'abri de la pluie, donc déjà pour éviter le lessivage. C'est important d'isoler les côtés de votre compost. Ça, c'est très important. Le processus de compostage va chauffer, va faire de la chaleur, et du coup, si cette chaleur se maintient, le processus sera beaucoup plus rapide. Donc si autour c'est ouvert, vous allez perdre de la chaleur, votre compostage prendra beaucoup plus de temps. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, la deuxième raison, c'est que cette chaleur va stériliser. Donc si vous apportez, là vous voyez sur la photo, qu'il y a plein de déchets. Et ces déchets peuvent contenir des maladies pour les plantes, peuvent contenir des semences de mauvaises herbes. Mais le fait que le compost va monter en chaleur, ça va tuer tous ces pathogènes et donc ça va stériliser votre compost et en faire un produit qui ne va pas vous apporter des maladies sur votre champ. Donc ça, c'est l'autre importance d'isoler les côtés. Et ensuite, pour ce processus, vous commencez en bas par une couche de paille pour l'aération. Ensuite, vous mettez une couche de 10 cm de déchets de cuisine. Donc ça peut être des épluchures, des choses qui ont pourri, des choses que vous n'avez pas mangées, etc. Il faut essayer d'éviter les déchets d'animaux. Ensuite, par-dessus, vous allez mettre 20 cm de déchets de biomasse feuillue. Donc, par exemple, les résidus de culture, ou alors si vous avez des herbes, des légumineuses que vous trouvez dans la nature, etc., que vous essayez d'hacher en petites pièces. Et en fait, là, vous alternez entre de la biomasse avec un CN bas et de la biomasse avec un CN haut.
Et ensuite, vous arrosez un peu ces deux couches, d'accord? Et ensuite, vous allez répéter une couche de déchets de cuisine, une couche de déchets feuillus, arrosés. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée. Et ensuite, vous recouvrez avec de la paille. Il est important de garder le compost humide, donc il faut l'arroser tous les 3-4 jours pour avoir une décomposition rapide. Et tous les 10 jours, vous retournez le tout pour être sûr que tout ce qui est à l'intérieur va se décomposer plus vite qu'à l'extérieur, etc. Donc c'est pour ça que vous allez remuer. Et après 1 à 3 mois, le compost sera prêt et il ressemblera à ce que vous voyez sur la photo. Et du coup, c'est très difficile d'évaluer le CN du compost, ça dépend tout de ce que vous mettez dedans. Mais si vous avez bien équilibré vos apports, vous aurez un rapport CN autour de 15. Comment est-ce que vous pouvez construire une compostière pour faire votre compost? Vous pouvez creuser un trou à 30 cm. C'est essentiel que votre compost soit en contact avec le sol, car c'est du sol que vont venir les micro-organismes et les insectes qui vont décomposer votre compost. Et ensuite, vous pouvez déposer une superstructure de cette manière pour isoler vos côtés. Maintenant, nous allons parler de la fertilisation minérale. Donc ça, ce sont les engrais synthétiques et minéraux. Donc c'est soit les engrais fabriqués artificiellement, soit les engrais qui sont fabriqués à partir de minéraux qu'on a minés donc dans des mines. Donc ce sont les engrais produits par l'industrie qu'on a évoqués dans l'introduction. Et on dit que c'est des engrais minéraux parce qu'ils contiennent que des nutriments sous forme minérale, ça veut dire sous forme non organique, donc sans carbone, sans matière organique, juste les minéraux eux-mêmes. Et du coup, ça vous permet d'apporter des nutriments qui sont directement disponibles pour la plante, qu'elle peut tout de suite prendre. Et du coup, ça fait un effet rapide et efficace sur sa croissance. Et du coup, ces engrais peuvent fortement améliorer les rendements des cultures. Mais il y a des problèmes qu'on a déjà évoqués dans l'introduction. Premièrement, le coût énergétique de la production. Et donc là, on parle des engrais azotés, puis c'est ceux qui sont produits artificiellement, alors que les autres sont minés. Donc les engrais azotés, il faut compter 1 à 2 litres d'essence pour produire 1 kg d'azote et une émission de 8,6 kg de CO2 équivalent pour ce kilogramme d'azote. Un autre souci, c'est le priming effect qu'on a vu l'année passée. Donc là, vous apportez que de l'azote. Donc vous allez soutenir les micro-organismes du sol qui vont décomposer la matière organique. Et du coup, vous allez perdre de la matière organique. Et dans ce cas-là, contrairement à par exemple avec la fiente de poulet, vous n'apportez aucune matière organique. Donc c'est très dangereux. Si vous faites ça chaque année, vous allez perdre la fertilité du sol. Donc vos plantes vont moins bien pousser. Vous allez vouloir apporter plus d'engrais, ce qui va causer une perte de matière organique. Et donc, vous comprenez le cercle vicieux qui arrive. L'autre souci, c'est que ce sont des molécules très solubles. Donc particulièrement dans les tropiques où les pluies sont intensives. Si vous les appliquez, ils risquent d'être simplement emportés par la pluie et polluer les eaux. Et donc ça, c'est un problème environnemental, mais aussi c'est un problème pour le producteur qui a acheté un produit très cher qui ne servira à rien. Et l'autre souci, c'est si vous appliquez un engrais phosphoré, c'est que dans les sols tropicaux, ce phosphore, s'il n'y a pas assez de matière organique dans le sol, peut être fixé aux particules du sol et il devient complètement inaccessible à la plante. Et c'est pour ça que, et surtout particulièrement dans les tropiques, il est essentiel de toujours appliquer un engrais minéral en combinaison avec un engrais organique. Sinon, vous risquez d'épuiser votre sol et de perdre sa matière organique. Donc, comme j'ai dit, au niveau des conseils, le principal, toujours appliquer l'engrais minéral en combinaison avec un engrais organique. Autrement, évitez d'appliquer sur un sol nu, puisque là vous aurez une plus forte lessivage, plus forte érosion. Évitez d'appliquer en période de forte pluie, donc plutôt avant que les pluies soient trop fortes. Ensuite, au niveau des différents types d'engrais qui existent, privilégiez des engrais qui ne sont pas acides, donc beaucoup sont acides et risquent d'acidifier votre sol, donc dans ce cas-là, vous pouvez privilégier l'urée par exemple. Et finalement, il faut quand même ajouter qu'en général, les engrais synthétiques et minéraux ne sont pas autorisés dans l'agriculture biologique.
Maintenant, un autre engrais minéral qu'on peut utiliser, c'est l'urine humaine. Alors pourquoi utiliser l'urine humaine? C'est le principe de, au lieu de dépenser beaucoup d'énergie pour fabriquer un engrais, c'est le principe de recycler les nutriments dont la plante a besoin à un endroit où on en trouve beaucoup. Et donc, vous pouvez vous imaginer, on donne un engrais à une plante, elle produit quelque chose. Ensuite, vous allez manger ce produit. Et du coup, tous les nutriments, l'azote, le phosphore, qui a été appliqué se retrouvent dans ce que vous mangez, donc il se retrouve dans vous. Et vous allez ensuite l'excréter, et principalement à travers l'urine. Donc on estime que l'urine contient 80% respectivement 55% de l'azote et du phosphore que l'humain sécrète. Elle contient également de nombreux minéraux, calcium, potassium, fer, magnésium, cuivre, zinc. Et du coup c'est très intéressant d'essayer de recycler ces nutriments de l'urine pour les utiliser comme engrais, au lieu d'acheter des nouveaux engrais, au lieu de fabriquer des nouveaux engrais en dépensant beaucoup d'énergie. Donc l'urine va fournir aux plantes les nutriments dont elles ont besoin et donc faire cet effet positif sur le rendement que font les engrais synthétiques. Mais effectivement, comme tous les engrais synthétiques, l'urine est sous forme complètement minérale, pas de matière organique, sous forme complètement soluble. Donc il faut faire attention à la manière dont vous l'appliquez. Vous allez également causer un priming effect, donc une perte de matière organique. Donc pareil, il faut l'utiliser en combinaison avec un engrais organique. Maintenant, vous pouvez, puisqu'elle est sous forme soluble, il faudra aussi faire attention à ne pas l'utiliser quand il pleut, pas l'utiliser en trop grande quantité, sinon tout va partir, tout va se lessiver. Mais vous pouvez l'utiliser de manière très ciblée. Donc, si vous savez que votre plante a besoin de nutriments à un moment précis, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là et l'effet sera très rapide. Maintenant, vous allez peut-être me dire que c'est dangereux d'un point de vue hygiénique d'utiliser cette urine. Donc, il faut savoir, c'est que l'urine d'une personne saine est stérile. Il n'y a pas de pathogènes dedans. Tous les pathogènes se retrouvent dans les selles. Et donc, c'est ça le problème principal. Si vous voulez pouvoir recycler vos nutriments de l'urine et les utiliser dans votre champ sans avoir des problèmes hygiéniques, il faut absolument séparer et que votre urine n'ait aucun contact avec les fesses. Et donc, ça c'est la première règle, c'est de ne utiliser l'urine qui n'est pas entrée en contact avec les selles. Il ne faut pas utiliser l'urine de personnes malades ou de personnes qui prennent des médicaments. Et il faut laisser l'urine se stabiliser pendant 3 mois dans un jerrycan fermé avant de l'utiliser. Maintenant, comment faire pour avoir cette urine qui n'est pas entrée en contact avec les fesses? Donc, vous pouvez utiliser un système qui sépare l'urine des selles dès le départ, donc une toilette spéciale, ou simplement utiliser un urinoir, un vrai urinoir ou un urinoir artisanal, comme vous voyez sur cette photo, pour récolter l'urine toute seule. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de l'azote que nous excrétons et du phosphore se retrouve ensuite dans l'urine et pas dans les fesses. Donc en fait c'est très intéressant de récupérer l'urine puisque ça va nous faire un excellent engrais azoté et phosphoré et ça va nous permettre de recycler ces nutriments et de ne pas avoir besoin d'un apport externe chimique. Ce qui est important de savoir, c'est que les urines d'une personne saine sont stériles, donc ne contiennent pas de pathogènes. Les pathogènes se retrouvent dans les fesses. Et donc c'est pour ça que si on veut travailler de manière hygiénique, ne pas avoir de problèmes de santé et de problèmes de santé sur les champs, ce qu'on peut faire, c'est séparer l'urine dès le début des fesses pour ne pas avoir des maladies. Donc c'est ce qu'on fait ici. L'urine va ressortir par des tuyaux séparés donc des fesses et va ressortir. D'accord. Et ensuite, une fois que le jerrycan est plein, on le referme. On le laisse reposer 3 mois pour stabiliser l'urine. Et ensuite, on peut utiliser cette urine pour fertiliser, soit directement au pied des plantes en diluant. Donc ça fait vu que c'est très soluble et que ça peut être emporté par la pluie, on va apporter chaque semaine l'urine au pied des plantes. Ou alors on peut le mélanger à notre compost pour du coup améliorer la teneur en nutriments de notre compost. Et ensuite, comment est-ce que vous allez utiliser cette urine comme engrais? Donc vous avez deux solutions.
soit vous pouvez le mélanger avec un engrais organique pour l'enrichir. Donc par exemple, vous le mélangez avec votre fumier ou avec votre compost. Ou alors vous pouvez l'arroser directement au pied des cultures, ce qui vous permettra de cibler votre fertilisation dans l'espace et dans le temps. Puisque l'urine est très soluble, il faut l'appliquer en petite dose si vous faites ça, donc une fois par semaine par exemple. Ne pas mouiller les feuilles avec l'urine, ce qui pourrait les brûler, et idéalement diluer l'urine par 4. Après, tout dépend de la concentration de l'urine initiale. Et ceci c'est idéal pour les cultures, notamment les cultures exigeantes en phosphore, comme les céréales et les légumineuses. Vous pouvez appliquer en 1000 à 5000 litres à l'hectare. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut fertiliser avec des plantes. Et pour ça, comme rappel, je vais juste évoquer les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est une famille de plantes, la famille des Fabacées, qui a la caractéristique de faire une symbiose avec la bactérie Rhizobia. C'est une bactérie qui se retrouve dans le sol. Et en fait, la bactérie Rhizobia va pouvoir fixer l'azote qu'il y a dans l'air et la transmettre à la légumineuse sous forme soluble. Et du coup, les légumineuses, c'est des plantes qui se débrouillent sans azote dans le sol, qui se débrouillent avec leur symbiose avec Rhizobia pour obtenir leur azote. Et donc, ça nous permet de cultiver des cultures sans avoir apporté de l'azote, mais ça nous permet également d'apporter de l'azote dans notre système. Et donc, ensuite, il y a le concept d'engrais vert. Un engrais vert, c'est quand on cultive une culture dans le but unique d'entraîner ou d'améliorer la fertilité du sol. Donc, pour cela, on peut utiliser, comme j'ai évoqué avant, les légumineuses qui vont fixer l'azote de l'atmosphère grâce à leur symbiose. Et donc, cela va créer un input d'azote dans notre système. Mais on peut aussi utiliser d'autres plantes qui, elles, vont mobiliser les nutriments du sol. Et ensuite, vous allez pouvoir en faire un engrais avec ça. Donc, elles vont aller puiser les eaux nutriments dans les ressources du sol. Et vous allez rendre ensuite ces nutriments sous forme soluble par votre processus de compostage ou etc. Et du coup, pour cela, vous pouvez utiliser n'importe quelle plante. Mais nous allons voir quelles plantes sont plus adaptées. Donc, aujourd'hui, nous allons voir 4 types d'engrais verts. Premièrement, les légumineuses à grains. Ensuite, les engrais verts légumineuses, les engrais verts graminées et les engrais verts arbres légumineux. Ensuite, la première question, c'est que si vous avez des cultures qui vont mobiliser du nutriment, les légumineuses vont prendre de l'azote qui venait avant de l'atmosphère et toutes les plantes vont prendre différents nutriments dans le sol. Mais vous, ce que vous voulez, c'est un engrais, c'est pas une plante. Donc à partir de cette plante qui a pris les nutriments, vous devez apporter ces nutriments à la culture que vous cultivez. Et du coup, maintenant, nous allons voir les différents moyens qu'on a pour transférer ces nutriments de la culture engrais verte vers le sol et donc vers la culture que vous souhaitez. Donc, premièrement, vous aurez de toute façon la décomposition des racines. Donc, quoi que vous fassiez, vous n'allez probablement pas pouvoir sortir les racines du sol et donc ces racines vont se décomposer. Et donc, la culture qui vient après votre engrais vert bénéficiera des nutriments qui ont été décomposés à partir des racines. La deuxième solution, c'est que vous pouvez prendre cette plante, prendre sa biomasse, la mettre dans le compost. Et vous allez faire du compost, comme on a vu avant, ça vous permet de faire un engrais de qualité. Troisièmement, vous pouvez faire un paillage, c'est-à-dire que vous allez recouvrir le sol avec la biomasse de la culture. Ça a différents effets positifs, ça vous permet de garder l'humidité, ça vous permet de protéger le sol, mais ce n'est pas très efficace pour fertiliser, car la décomposition risque d'être très lente. Donc vous risquez de ne pas pouvoir fertiliser la culture sur laquelle vous faites le paillage. Par contre, à long terme, le paillage va se décomposer et du coup, vous aurez eu cet apport de nutriments dans votre sol. Maintenant, avec le paillage, il faut toujours faire attention au rapport CN. Donc vous voyez à droite, si vous faites un paillage frais, vous avez un rapport CN autour de 30. Et cela dépendra de la culture.
Donc si vous avez une culture avec beaucoup d'azote, ça ira, vous serez autour de 30. Vous aurez peut-être une petite fin d'azote, mais rien de grave. Par contre, si vous appliquez un paillage avec par exemple une graminée, une céréale qui contient beaucoup de carbone, là vous risquez une fin d'azote. Et si vous faites un paillage sec, là vous risquez vraiment une plus grande fin d'azote. Quatrième moyen, c'est que vous pouvez utiliser cette plante pour nourrir vos animaux. Et ensuite, vos animaux qui sont nourris vont excréter du fumier et donc vous fournir votre engrais. Pour terminer, vous pouvez manger cette plante et ensuite, comme on a vu, si vous recyclez l'urine, vous allez ramener ces nutriments dans le sol. Donc maintenant, nous allons voir les différents types d'engrais verts plus en détail. Donc d'abord, les légumineuses à grains. C'est-à-dire que ce sont des légumineuses, mais qui produisent un grain comestible. Donc c'est intéressant parce que c'est des cultures qui vous fournissent quelque chose à manger, mais vous n'avez pas besoin de fertiliser en azote. Maintenant, pour améliorer la fertilité des sols, c'est moins intéressant, mais vous aurez quand même quelques effets. Vous aurez les racines qui vont se décomposer et donc qui vont apporter de l'azote dans votre sol pour la culture suivante. Ensuite, vous aurez les tiges et les feuilles que vous n'allez pas manger, que vous pouvez donc utiliser soit comme paillage, soit pour faire du compost, soit pour nourrir vos animaux et donc produire du fumier. Mais c'est moins efficace que les engrais verts, dont je rappelle un engrais vert, c'est quand on utilise la culture dans le but principal de fertiliser le sol. Et donc, dans ce cas-là, vous allez planter, vous pouvez utiliser une légumineuse comme engrais vert, mais dans ce cas, vous allez la planter dans votre rotation, mais seulement dans le but de fertiliser, donc pas dans le but de produire quelque chose pour vous. Et du coup, en utilisant des plantes, des légumineuses non comestibles, ce sont souvent des légumineuses qui ont un énorme potentiel de fixation d'azote, beaucoup plus que les légumineuses à grains comme le haricot, le niébé ou l'arachide. Donc des exemples que j'ai mis là, le stylosanthès, le mucuna ou le desmodium. C'est aussi des plantes qui vont produire une grande quantité de biomasse, donc qui vont produire beaucoup de carbone. Donc vous pouvez en faire des engrais et apporter beaucoup de matière organique dans votre sol. Mais surtout la grande différence, c'est que puisque vous n'avez pas mangé ça, l'azote qui a été fixé, les nutriments qui ont été mobilisés dans le sol et la biomasse qui a été produite ne vont pas être perdus, exportés. Et tout ça, ça va être resté dans votre système. Donc ça va vous permettre de faire un important input d'azote et de matière organique dans votre système et de produire un engrais de qualité. En général, les légumineuses ont un rapport CN autour de 15, donc vous pouvez assez facilement utiliser ça comme paillage. Donc maintenant on va voir quelques exemples. Le stylosanthès que vous voyez sur cette photo. Donc il y a une légumineuse buissonnante pérenne, donc qui reste tout le temps. Très adaptée aux régions sèches, très adaptée aux sols dégradés et acidifiés. Va produire beaucoup de biomasse, donc elle est très intéressante pour essayer de régénérer des sols dégradés. C'est un excellent fourrage pour vos animaux et qui va même rester vert en saison sèche. Elle fixe beaucoup d'azote, a un système racinaire très puissant et est capable de mobiliser le phosphore. Le mucuna par contre est moins adapté au sol complètement infertile, mais produit également une forte biomasse et a une croissance très rapide. Ensuite, nous avons le pois cageant. Donc le pois cageant, c'est un buisson légumineux et du coup qui supporte également très bien la sécheresse et tous les types de climats, tous les types de sols. Et c'est surtout intéressant par son potentiel de créer des buissons en quelques mois, de produire une grande quantité de biomasse et de grains en quelques mois. Mais c'est difficile de l'adapter de l'intégrer dans des pâturages dus à sa formation de buissons. Ensuite, on a le desmodium, qui est surtout intéressant. On a vu dans le chapitre sur les associations, car il permet de lutter contre les ravageurs dans les céréales. Mais c'est aussi un engrais vert qui vous permet donc de nourrir vos animaux et de créer du fumier. Maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser
les légumineuses comme engrais vert. On peut également utiliser les graminées, donc les céréales. Alors les graminées, contrairement aux légumineuses, ne vont pas fixer l'azote, à quelques exceptions près. Par contre, les graminées vont restructurer votre sol. Elles ont un système racinaire très puissant qui va vous permettre de régénérer votre sol. Elles vont produire beaucoup de biomasse, beaucoup de carbone. Donc c'est aussi très intéressant pour augmenter la matière organique dans votre sol. Et elles sont capables avec leur système racinaire puissant, de mobiliser beaucoup de nutriments du sol, dont principalement le P. Maintenant, il faut faire attention car là, le rapport CN de la biomasse fraîche est très haut, autour de 40-50. Donc, vous risquez une fin d'azote si vous utilisez ça, par exemple, comme paillage. Comme exemple, on a le Penicetum qui s'adapte à tout type de sol et qui produit surtout une grande quantité de biomasse qui peut être utilisée comme fourrage, qui est très apprécié des animaux. C'est très compétitif, donc vous allez pouvoir éliminer les mauvaises herbes avec ça. Avec son système racinaire puissant, il va pouvoir puiser des nutriments très profondément, décompacter le sol. Maintenant, c'est très difficile à éradiquer, donc vous ne pouvez pas tellement intégrer ça dans une rotation. Vous devez plutôt utiliser ça en bordure, par exemple. Et comme on l'a vu sur le chapitre sur les associations, le Penicetum permet de lutter contre les ravageurs des céréales. Le Bracharia, qui est très similaire au Penicetum, mais qui s'adapte mieux à la sécheresse et qui est donc plus utilisé dans les régions sèches sahéliennes. Ensuite, on pourrait utiliser par exemple l'éleusine, qui est très intéressante car c'est une graminée qui est également capable de fixer de l'azote. C'est une exception. Et donc, ça vous permet d'avoir cet apport d'azote dans votre système. Et en plus, il produit des grains comestibles que vous pourriez manger si vous aimez bien, quoi. Et sinon, comme presque toutes les graminées, il a un système racinaire puissant et profond. Il est capable de décompacter et restructurer le sol. Maintenant, le plus intéressant, c'est de faire un mélange. Un mélange de graminées et de légumineuses dans votre engrais vert. Déjà, ça vous permettrait de limiter vos risques de maladies ou de ravageurs. C'est le même principe que les associations de culture. Vous avez différentes variétés de différentes familles, donc vous avez moins de risques de maladies, moins de risques de ravageurs. C'est aussi intéressant car vous aurez un fourrage plus équilibré. Donc vos animaux aussi ont besoin d'un bon équilibre carbone-azote et du coup d'avoir des légumineuses qui contiennent beaucoup de protéines, beaucoup d'azote, avec des graminées qui contiennent qui font plus de carbone et qui contiennent moins d'azote, c'est aussi très intéressant. Et ça va aussi optimiser votre structuration et votre régénération du sol, puisque vous allez associer deux systèmes racinaires différents et compatibles. Un dernier type d'engrais vert, c'est les arbres légumineux. Donc c'est aussi des légumineuses, comme toutes les autres légumineuses, elles fixent l'azote, mais elles forment des arbres, ou en tout cas des buissons. Et du coup, ça c'est intéressant car vous pouvez les utiliser dans des haies autour de vos champs. On a vu les semaines passées l'avantage des haies. Et du coup, ces arbres vont fixer de l'azote et vous allez ensuite utiliser la biomasse qu'elles produisent pour nourrir vos animaux, pour faire du compost, c'est égal, mais vous allez de ce fait faire un input d'azote dans vos parcelles. Et donc on peut utiliser comme exemple le Gliricidia, le Sesbania, le Leucena, le Pois-Cajan, l'acacia, etc. Donc voilà, merci pour votre attention et à la semaine prochaine.